De tout le monde, je remercie à nouveau nos deux orateurs. Alors, on se trouve face à un risque que José Alloy avait prévu au moment où nous avons parlé de l'organisation de ce séminaire. Que se passe-t-il si les deux intervenants sont d'accord l'un avec l'autre? Quel type de débat peut-on avoir? Et est-ce qu'on va trouver dans cette salle des gens qui sont vraiment en désaccord avec ce qui a été dit et quelque chose qui va pas de soi? Alors, juste dans le style ma thèse en 180 secondes, j'essaye de donner mon point de vue d'historien intéressé, enfin d'historien directeur du LID, dans cette convergence entre les deux exposés. C'est ce qui me frappe dans ce que Kyle a dit, et c'est très bien qu'il ait à un moment, à la fois qu'il ait fait ce zoom sur cette période très compliquée qui va de 250 après Jésus-Christ à 650, 750, et qui nous a dit, voilà, il y a là du climatique, du biologique, du politique, et tout ça a des interférences. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ensuite, quand dans un mouvement en arrière d'ouverture, les historiens peuvent dire, et tu l'as sous-entendu, qu'il y a vraiment d'autres périodes terriblement glauques de ce point de vue que la seconde peste, toi, qui te plaît moins, mais moi qui me plaît plus parce que j'ai travaillé dessus. On a à nouveau à la fois du climatique, du biologique et du politique qui interfèrent pour former quelque chose d'assez terrifiant, mais où les historiens disent attention, la nouveauté apparaît aussi dans ces périodes-là, quelque chose suit son cours qui à un moment débouche sur des choses comme ça. Pour rester eurocentré, le XVIIe siècle n'est pas terrible, mais ensuite si donc on va avoir des séquences climat, biologie et biodiversité à risque, et politique extrêmement en freestyle, si je puis dire, et il y a des solutions qui se trouvent. Alors, il y a deux manières de poser le problème maintenant. C'est, nous sommes, comme ça a été sous-dit ou dit même très clairement, on a un problème climat, on a un problème pandémie, on a un problème politique en pleine dérive. Est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, c'est peut-être pas la meilleure manière d'obtenir une réponse que de poser la question comme ça. Mais de poser la question à rebours, comment est-ce qu'est advenu quelque chose, tout en sachant que dans l'histoire ancienne, ce qui advient quand il y a de la pandémie, du climat et de la guerre, c'est quand même d'abord une ponction démographique assez terrifiante. Mais ça n'est pas que ça. Et donc je ne sais pas si c'est une manière possible de poser la question. Est-ce que dans les choses que Kyle a vues, ou est-ce que Tatiana, dans les exemples qu'on peut avoir, il se passe aussi quelque chose qui pourrait nous aider quand même à pas sortir déprimés de ce séminaire. Sinon on va avoir du mal à organiser le séminaire suivant.
Ben, c'est vrai que ce qui est différent par rapport aux catastrophes d'avant, c'est qu'on risque d'avoir tellement abîmé l'environnement et les espèces déjà que de revenir à un état vivable risque d'être plus difficile. Hein. Si on empoisonne tous les sols, tous les eaux, si on fait effondrer assez d'espèces pour que ça se collapse, ça va être difficile de revenir à un état avant. Le côté un peu d'espoir peut-être, c'est que le vivant, bon, l'état n'est pas encore trop catastrophique et qu'il a justement une capacité de régénération et d'évolution exceptionnelle, et que si on se rend compte à temps et qu'on stoppe les causes d'effondrement du vivant à temps, il est encore capable de repartir. Voilà. Juste non, Kyle, oui. I think one thing we can take from this history is that if we look at the way that societies achieved greater stability, I would argue that it was a combination of social and technological mechanisms. And arguably the recipe that has worked in the past is combining technology and social institutions in the right way. And sometimes I think there's a tendency to separate these solutions and to imagine either that technological solutionism can help us solve all of our problems, nuclear fusion will come and save us, or we can geoengineer the way out of the problems. And the sort of social adaptation is not part of the recipe. Conversely, we can imagine social adaptations without technological innovations. I don't think those are realistic either. I don't think they're going to happen. I don't think they can work. But I think that could be a point where people disagree rationally. But in the past, if you look at how societies escaped from extreme fragility to environmental stress, it was neither just technology or just society. I used the example of the escape from plague because it was a combination of technical innovations, but it also involves decisions to reorganize society in certain ways, to value certain things, and it wasn't just antibiotics that ended plague. I agree. J'ai une question pour le professeur Harper. On voit bien que une combinaison d'événements adverses ont eu raison de l'Antiquité tardive. Quelle est la différence fondamentale entre l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge? Parce que la peste qui a ravagé le Moyen-Âge n'a pas empêché l'avènement de la Renaissance. On a l'impression que la résilience du Moyen-Âge est sans commune mesure avec l'Antiquité tardive. Et est-ce que c'est un problème de centralisation ou de décentralisation davantage médiéval qui fait qu'on a un système social qui était très résilient comparé à l'autre? It's a $1 million question. We were just discussing it out at the break, so my answer is fresh in my mind. That the first plague pandemic and the second plague pandemic strike very different worlds, societies in very different conditions. The first plague pandemic hits a society that's already fragile, that's already experienced a number of crises that have left it vulnerable to this kind of shock. And the results of the first plague pandemic, 2 centuries of demographic loss, is ultimately to greatly regress or slow down the long-term process of growth, which was already fairly limited. As I emphasized, historians debate how much
economic growth there was in the Roman Empire. They debate how much Smithian growth and how much Schumpeterian growth there was, and there was some of both. No one doubts that. The Romans had a great deal of trade. They had huge markets of exchange within the Mediterranean, beyond, huge division of labor in the cities, huge specialization, economies of scale, and some Schumpeterian growth. Okay, I like to put it in negative perspective because I think compared to modern growth, the Romans had no perpetual self-generating system of creating ideas that created growth. Roman science is terrible. It's terrible. They don't figure out anything. For like 600 years, they discover nothing. It's terrible. There's the, Ptolemy and Alexandria is interesting. There are people we know a little bit about, Diphantian equations, but they figure out nothing. Contrast that to the late medieval world. The late medieval world is much more dynamic in some ways. It's less urbanized than the Roman Empire. There's probably less overall specialization, but it's increasing. And you probably, this is your domain, I think by the 12th or 13th century, have more knowledge of the world than the Romans ever had. Certainly institutions of knowledge, universities even, of which the Romans have nothing. So the Black Death, this is an open area for search. I think it just slows things down. And in some ways it stimulates creativity because people have to figure out how to do things with less labor. This is what James Belloc has just argued in a massive book. I think the title's After the Black Death, After the Plague. That the loss of half the population stimulates a lot of creativity. How do you do the same things with half the people? And it happens in a world that's already, it would have been pushing against some of its population limits probably, but by 1300, there are many ways in which growth is already very different from the Roman world. On peut juste dire, c'est une question qui, avant la pandémie, c'était une question qu'on posait souvent dans des endroits où on demande aux historiens d'amener des idées. Et donc, la peste noire, qu'est-ce que ça donne en 1348? Il y a une espèce de récit magnifique. Il n'y a plus de crise du logement. Bon, il y a pas réellement, si on parvient à faire les récoltes en 1348, parce qu'il y a quand même des endroits où il n'y a plus personne pour faire la récolte, ce qui pose un problème. Mais si on parvient à faire la récolte, il y a à manger pour tout le monde. La masse monétaire n'a pas bougé, et donc il y a beaucoup plus de monnaie en circulation par rapport au nombre de consommateurs. Le bacille de Yersin ne tue pas les vaches ni les poules, donc il y a beaucoup plus d'animaux, etc. Donc moi, vous voyez les yeux de mes interlocuteurs, ils se disent, mais c'est peut-être une solution. Mais à 50% de mortalité, il y a quand même un petit problème. C'est que vous êtes mort, quand même. Vous pouvez absolument pas imaginer que vous êtes parmi les vivants. Et puis l'autre chose, c'est que il suffit de regarder toute l'iconographie de la période. Les gens qui sont pas morts, ils sont quand même graves. Parce qu'ils se posent la question, et ça c'est des questions qu'on voit, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu de moi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas avec les autres? Donc, comme période de névrose vraiment grande et objective, c'est bien. Donc, non, c'est une solution à rien, je pense, si c'était la question implicite. Après est arrivée la pandémie, donc c'était moins grave, mais c'est quand même grave, et ça a été une solution exactement à rien.
Donc je pense que là, il faut... l'historien peut dire non, on ne joue pas avec ces choses-là. On essaye de... voilà, alors j'ai 2 questions. Michel? Est-ce qu'on a des historiens, avec des chercheurs en biologie et autres, qui travaillent pour essayer d'illustrer ce qu'ont pu être des crises de biodiversité, soit dans des îles, soit dans des continents, parce que c'est vrai que quand nous, on arrive avec nos maladies, donc on sait, ça a déjà été étudié, mais on regarde plus souvent l'être humain, voilà, on regarde beaucoup plus les pandémies humaines que ce qui se passe vraiment pour la biodiversité, alors que ça doit avoir des conséquences de toute nature dès qu'on arrivait dans des écosystèmes qu'on a perturbés et qu'on perturbe depuis des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Est-ce que des gens ont commencé à travailler ça pour se dire, tiens, je vais regarder cette histoire-là pour illustrer, ou pour essayer d'éclairer ce que ça pourrait donner et ce qui risque de nous arriver, nous, à d'autres échelles, dans le futur? Sur des histoires de crise de biodiversité, d'effondrement de la biodiversité, comme on l'a évoqué, crétacés, etc. Non, peut-être pas, sans aller si loin, plutôt dans l'histoire humaine récente depuis... Donc il n'y a pas eu de catastrophe à cette échelle-là, quoi. C'est ça le point. Vous avez jamais perturbé les écosystèmes à ce point? Pas tout à la fois au point que ça collapse, quoi. C'est-à-dire qu'on peut regarder qu'est-ce qui se passe quand on introduit un rat, une espèce de serpent dans une île. Donc ça, effectivement, il y a plein d'écologues qui travaillent dessus et qui regardent les interactions entre espèces. Par exemple, il y avait une espèce de renard qui disparaissait dans des îles au large de San Francisco, des espèces endémiques protégées, donc ils essayaient de comprendre ce qui se passait. Donc ils ont essayé de voir est-ce qu'il y avait un nouveau pathogène, est-ce qu'il y avait une espèce envahissante, est-ce qu'ils ont trouvé que la moufette, une espèce de putois, avait augmenté au contraire en fréquence, donc ils ont regardé est-ce que c'était de la compétition. Et finalement ils se sont aperçus que c'était l'aigle royal qui mangeait les renards. On se dit, pour une fois, c'était pas nous. Mais en fait, si, c'est parce qu'on avait introduit les cochons pour se nourrir sur cette île que l'aigle a pu s'installer, parce qu'il mangeait les bébés cochons. Avant, il ne pouvait pas, avec les renards, il n'avait pas assez à manger, donc il ne s'installait pas sur ces îles. Donc, parce qu'on a amené les cochons, l'aigle est arrivé. Il mangeait surtout les cochons, mais aussi les renards qui déclinaient. Du coup, la moufette a augmenté parce qu'elle n'était plus en compétition avec le renard. Donc, on étudie comme ça des petits écosystèmes assez simples d'îles où on introduit, où on enlève une espèce et on regarde ce qui se passe. Mais des changements globaux d'écosystèmes, il n'y a pas eu. Le système est résilient. Ouais, voilà, c'est ça. Jusqu'à un certain point. Après, ce qui est connu, mais je crois que c'est débattu, mais je ne sais pas, c'est l'histoire de l'île de Pâques. Où, là où clairement, ça a été proposé que c'était une crise environnementale qui a fait collapser la société humaine, mais après, il n'y a pas d'écosystème. Il y a Tchernobyl, où clairement, voilà. Mais pareil, il y a des gens qui disent parfois que justement, c'est retour à la vie sauvage, c'est presque le nouveau paradis, où il n'y a plus d'hommes et donc la vie sauvage reprend ses cours. Mais en fait, non, les espèces sont complètement irradiées, ont plein de mutations. Quand il y a des chercheurs chez nous qui travaillent sur les oiseaux à Tchernobyl ont plein de mutations, ils n'arrivent pas bien à se reproduire, ils ont des cancers, la vie sauvage ne va pas bien. Non. Mais il n'y a pas d'écosystème vraiment total qu'on collapsé jusque-là. Heureusement, mais... Est-ce qu'on peut se demander l'introduction de l'agriculture quand on regarde par exemple la vallée du Nil? On imagine que quelque chose qui va créer... Sur les graphiques, parce que vous montriez l'augmentation du bonheur, etc., depuis les Romains, mais si on va encore plus loin, en fait, on peut imaginer, quand on étudie un peu l'évolution, que, au contraire, les chasseurs-cueilleurs, quand on regarde, ils n'avaient pas de maladie, parce qu'il n'y avait pas une population assez dense pour soutenir, il n'y avait pas de zoonose parce qu'ils n'étaient pas proches des animaux, il n'y avait pas de... parce qu'on le voit avec des modèles en épidémiologie, en écologie, si vous n'avez pas une taille de population suffisante, les populations pathogènes ne se maintiennent pas. Et donc les chasseurs-cueilleurs avaient très peu de maladies, ils n'avaient pas de carence, ils n'avaient pas de carie, enfin on ne trouve pas de signes, et ils vivaient vieux, et en fait tous les problèmes sont arrivés avec la technologie, l'agriculture, où ça a fait augmenter les tailles de population, donc les gens n'avaient plus assez à manger, ils avaient des maladies,
Ils mangeaient pas bien, ils n'étaient pas adaptés à la nourriture qui était produite comme ça. Il y avait des maladies sur les cultures, donc de temps en temps il y avait des grandes famines qui n'arrivaient pas pour les chasseurs-cueilleurs. Et donc si on remonte plus loin, on peut imaginer que c'était déjà ça la cause en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu le mythe d'Icare, qui a un peu, moi, alors, si on veut du débat, j'ai une vision un peu opposée sur la technologie, ou au contraire, c'est un peu une course aux armements, où, en fait, donc le mythe d'Icare, vous connaissez, hein, c'est à la cour du roi Minos, c'était un ingénieur exceptionnel, très doué, et la femme du roi Minos était tombée amoureuse d'un taureau blanc parce qu'elle n'avait pas voulu sacrifier le taureau blanc à Poséidon. Et donc il s'était vengé en la faisant tomber amoureux. Et donc elle a demandé à Icare de faire une fausse vache en bois pour s'accoupler avec le taureau. Et donc ça a donné le Minotaure. Donc c'était déjà une solution technologique qui a posé un problème. Et donc pour répondre à ce problème, le roi Minos a demandé à Icare de faire un labyrinthe. Ils ont mis le Minotaure dans le labyrinthe. Donc pour résoudre le problème qu'à chaque fois on était obligé de donner des jeunes gens à manger au Minotaure, ils ont trouvé une solution du fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe et tuer le Minotaure. Et du coup, le Minos était furieux, il a enfermé Icare, qui a trouvé une nouvelle solution technologique pour sortir de ces problèmes liés à ses précédentes solutions technologiques, qui était de faire des ailes en cire, qui a encore mené à une catastrophe plus grande. Donc on peut aussi imaginer qu'on est un peu dans une course où les technologies, en fait, au contraire d'apporter le bonheur et la stabilité, sont des solutions à des problèmes qui sont créés elles-mêmes par des anciennes technologies et qu'à la fin, on peut arrêter. En fait, la technologie des neiges, elle était bonne, parce que quand on monte en altitude, on se refroidit, on ne se réchauffe pas. Hervé, moi c'est une question sur la métrologie, parce que je suis physicien plutôt intéressé par le lien qu'on peut faire entre les idées, les théories et les observations. Et je suis un petit peu sur ma faim en général quand je vois des données sur la biodiversité, parce que je ne saisis pas comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour voir les disparitions des espèces d'insectes. Donc j'ai noté que sur toute la planche, vous avez les barres rouges et vertes pour les différentes espèces. Il n'y a pas les insectes là. Est-ce qu'on quantifie la disparition des espèces d'insectes par rapport à la quantité d'insectes? Est-ce que c'est des tests qu'on fait partout, ou on les a fait juste dans les endroits où manifestement on les fait disparaître parce qu'on met beaucoup de pesticides? J'ai un peu du mal à le voir comme une démarche d'ensemble qui arriverait à synthétiser et qui serait nécessaire dans une phase d'après où, parce que je crois quand même qu'on a amélioré l'alimentation humaine avec l'évolution de l'agriculture, on essaierait de trouver un optimum entre garder la capacité de nourrir une planète à 9 milliards de personnes, parce que probablement qu'on ne va pas avoir la peste noire, et conserver le plus possible de biodiversité. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à cette question sur la métrologie, précisément, qu'est-ce qu'on mesure, où, Je veux dire que la biodiversité, comme j'essaie de vous expliquer, c'est pas juste le nombre d'espèces. Donc, il faut compter le nombre d'espèces, ça nous donne une certaine mesure, et on peut, en particulier chez les oiseaux, les insectes, ça c'est des groupes qui sont très étudiés par les scientifiques, donc ça, on a une bonne idée des nombres d'espèces qui existent et lesquelles, et on peut considérer qu'une espèce, elle est disparue quand elle n'a pas été observée pendant tant de temps par personne. Mais c'est pas tellement là sur les insectes le nombre d'espèces qui disparaît qui est problématique, c'est l'effondrement des populations, des nombres d'individus. Et donc ça c'est facile à mesurer, on met un piège quelque part, mais on regarde combien on piège. Oui, mais est-ce qu'on l'a fait ailleurs qu'en Allemagne, en Angleterre et en France? Voilà. Donc, il y a le taïga, il y a les zones... On ne l'a pas fait dans tous les milieux du monde entier, mais on l'a fait dans plusieurs endroits, et dans plusieurs endroits, c'est pareil, c'est la catastrophe. Il y a vraiment des photos assez sur des pièges d'insectes où dans les années 70, ils mettaient un piège, c'était noir d'insectes. Et là, il y a 4-5 insectes qui se battent en duel, quoi. Mais même plus la peine de compter. Enfin, il n'y a plus rien. Et donc ça a été fait dans plusieurs endroits. C'est fait de plus en plus. Alors, des données qui remontent à 30 ans, régulièrement, malheureusement, il n'y en a effectivement pas énormément. Parce que vous savez, la recherche n'est pas financée sur des longs projets sur le long terme. Donc ça a toujours été un problème en écologie d'avoir des données sur le long terme. Donc effectivement, on peut dire que ça n'a pas été fait dans plein de milieux, cette abondance.
Sur le nombre d'espèces, c'est plus facile parce qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément des données dans le temps pour regarder la dynamique et la disparition. Mais c'est pas, encore une fois, actuellement, c'est pas tellement le nombre d'espèces disparues le problème, c'est leur taux d'extinction. Donc ça, on peut faire une estimation. Et surtout la chute de l'abondance des populations. Et on sait aussi en écologie qu'il y a des courbes logistiques de croissance, etc. Et qu'il y a ce qu'on appelle des effets Ali, au-delà, en dessous d'une certaine taille de population. Donc normalement, quand la population est trop petite, les individus ont plus de ressources, la croissance de la population augmente. Mais en fait, il y a aussi des effets inverses, qui est que quand la population devient trop petite, au contraire, le taux de croissance diminue. Et donc on arrive dans un vortex d'extinction où la population ne peut même plus se rétablir parce qu'ils ne trouvent plus de partenaires sexuels, parce que plein d'effets différents. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et donc il y a aussi une autre composante qui est la variation génétique, et que là on ne sait pas mesurer. Petros, tu veux... C'est pour compléter en disant par rapport à la diversité des lieux d'études. Il y a des tas de projets, notamment par le Muséum national d'histoire naturelle, à Paris, mais ailleurs aussi, où c'est de la recherche participative. Donc à ce moment-là, ça étend ces mesures, ces études, c'est vrai pour les oiseaux, c'est vrai pour des tas d'espèces, ces mesures s'étendent sur tout le territoire. Et c'est pas seulement vrai en France, c'est vrai aussi dans d'autres pays. Donc, comme demande de prendre des photos dans les jardins aux gens, et ils ont un suivi sur les insectes à une énorme échelle. Petros. Merci à tous les deux. Thank you for the presentation. J'avais 3 questions, mais je vais essayer de faire très, très court. Donc une première, et les deux concernent plutôt la biologie, et une troisième... alors, j'avais une question sur est-ce qu'on envisage différents types de géo-ingénierie, enfin, de manière pas toujours sérieuse, mais est-ce que vous avez entendu parler d'une géo-ingénierie qui serait, par exemple, de réduire les espèces de champignons pour ralentir le cycle du carbone? Réduire le nombre d'espèces ou la biomasse champignon, réduire, oui, enfin décimer la population pour ralentir la décomposition de la matière organique et donc ralentir le cycle du carbone. Ça, c'est une question un peu de science-fiction biologique. Et la deuxième qui est plus historique, donc ça s'adresse peut-être aux deux, c'est que il est bien établi que la transition énergétique qu'on a connue au début du 19e siècle, notamment en Europe, a sauvé les forêts en grande partie parce qu'on s'est rabattu vers de nouvelles sources d'énergie, le charbon en particulier, donc on coupait moins de bois pour faire tourner au fourneau. Et donc, est-ce que l'état des forêts à l'époque, au 19e siècle, n'était pas catastrophique du point de vue de la biodiversité, ou est-ce que c'était simplement il y avait des dommages relativement modestes, et où est-ce que les dommages peuvent être considérés comme comparables à ce qu'on a aujourd'hui en Amazonie, par exemple? Enfin, je sais que la qualité de la forêt n'est pas la même, mais est-ce qu'on peut comparer en termes de biodiversité la situation actuelle avec la situation de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire à l'aube de la transition énergétique vers le stock? And the last question is about your provocation that the Roman Empire didn't innovate much, but I think I'm not disputing this argument, but certainly they had very good management in order to maintain the size of their empire. So maybe their contribution in innovation was more in the way to wage war. To make war, to develop defense, in administration more than science. So I don't know if you have a comment to it. Et le Christian. Sur les champignons, j'avoue, je n'avais jamais entendu parler. Ça me semble, je ne sais pas si c'est une vraie question, mais ça me semble évidemment aberrant. Tous les services écosystémiques que rendent les champignons.
Et sur l'état des forêts, alors on documentait pas la biodiversité comme on le fait maintenant, et je suis pas spécialiste des forêts du 19e siècle. Clairement, on a changé l'usage des sols à l'époque, qui a changé la biodiversité. Un des problèmes de changer aussi les forêts, mais ça, vous savez sûrement, c'est pas seulement de couper aussi, mais c'est quand on replante comme on le fait, avec que la même essence, très différent, ou que des jeunes pousses du même âge, et tout ça, ça change, ça perturbe toutes les interactions des écosystèmes. Donc je ne saurais pas répondre précisément sur la comparaison de la biodiversité du 19e siècle et actuelle en Amazonie, et je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment les données pour le faire. Si, on aura les données sur les arbres. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la plus grande catastrophe de biodiversité en Europe remonte au 19e siècle? Aujourd'hui, on est à je pense que vraiment actuellement, les pesticides font des dégâts effroyables, surtout les micro-organismes, les insectes, les plantes. Je pense que vraiment, on entre dans une ère où tout est affecté énormément, qui n'était pas le cas à l'époque. Il ne faut pas tomber dans l'obsession de la quantification pour semer le doute et en fait tomber dans le déni. Ça, c'est un piège classique, même quand on est de bonne foi. C'est-à-dire que, évidemment qu'on n'aura pas une quantification de la biodiversité. Évidemment non, parce qu'on n'a pas ce qui se passait il y a 2000 ans, on n'a pas ce qui se passait il y a 500 ans. Donc c'est une question stupide. Donc la question, c'est effectivement le taux de dégradation actuel. Et là, il ne faut pas réfléchir 50 000 ans, on le voit en temps réel. Donc on s'en fout du 19e, du 18e et de moins 5000 ans avant Jésus-Christ. Si on commence à discuter de ça, en fait, c'est une forme de déni. C'est-à-dire qu'on ne veut pas agir, on préfère se réfugier dans une pseudo-quantification. C'est typique des ingénieurs. Mais José n'est pas en train de demander qu'on coupe les crédits des historiens. Une des réponses récentes du gouvernement à la crise de la biodiversité, c'est de dire on va tout séquencer. Oui. Pour quantifier la biodiversité. On va tout séquencer, on saura. I'll answer the two questions really quickly. One is we do have reasonably good estimates of the timing and extent of deforestation, and so the history here is important because, on the one hand, the acceleration of human impact on ecosystems over the last 75 years is geological in its scope and unprecedented in human history. It's qualitatively different, and it's largely because of our power to extract energy and because of the powers of synthetic chemistry. At the same time, this impact takes place within a longer history of human impacts that very much go back to the Pleistocene, include the annihilation of the megafauna that affects ecosystems from top to bottom. When you remove top herbivores and top predators from ecosystems, it affects everything. And then is accelerated by agriculture that requires deliberate ecosystem engineering. So for 8,000 years, 10,000 years, humans have been altering ecosystems, which includes wild grasslands, wetlands, but above all forests. And so humans prefer grass that you can eat over trees. And so more humans has meant fewer trees. And for particularly the last 5,000 to 7,000 years, humans have removed unbelievable amounts of forest cover. And it's very important to understand this history too, because the biodiversity that we see and the ecosystems that we see are already considerably depleted because of these very long-term processes. And so, you know, there's the exact quantification isn't important, but it's extraordinary. It's 70, 80, 90% of old growth forests. Not all forests are the same, obviously. Plantations, mixed forests, old growth forests are a very different kind of ecosystem that are very dense and very rich. And in the temperate latitudes, they're basically gone. And they used to cover a huge percent of the temperate zone. So I mean, I think we can
try and understand that, to understand the future better, but also to appreciate that current impacts of population growth, economic growth on ecosystems are interacting with a world that is already extremely impacted by 5,000 to 10,000 years of really intense human impact. And then the second question, in the Romans' great national poem, the Aeneid, there's a famous scene where Aeneas is in the underworld and his father, Anchises, gives him a prophecy of Roman history. And he says, other people, by which he means the Greeks, will be good at art and science. You will be good at war and law. And that was kind of their choice. They chose wrong. You should always take music and math. That's the good stuff. But the Romans chose killing people and conquering and controlling. And they're very good. Their system of law is very sophisticated. They're very good at building cities. They're very good at keeping peace. They're very good at property rights and legal systems. So there very much is, I think, truth to what you said. Oui. Je vais revenir sur la question de la biodiversité. La manière dont le grand public est alerté au sujet de cette question, la disparition de la biodiversité, c'est de manière quasi exclusive à travers des indicateurs. On a perdu une espèce. Vous l'avez bien montré, je dirais, voilà, la biodiversité, c'est un système dynamique qui se modifie en permanence. Comment faire en sorte, je dirais, et avec le risque, cet indicateur, que l'action publique soit orientée vers, je dirais, satisfaire quelques indicateurs de cette nature. Comment faire en sorte de changer, je veux dire, l'état d'esprit collectif autour de ces questions? Pour éduquer, il y a des choses qui sont en train d'être faites, hein. Par exemple des formations à ces questions aux fonctionnaires, aux grands décideurs, de plus en plus. Donc il faut effectivement former à tous les niveaux, à l'école. On voit que malheureusement c'est un peu la tendance inverse où les SVT disparaissent de plus en plus du lycée. Alors c'est catastrophique, c'est des notions très complexes des aspects d'interaction, de dynamique effectivement qu'il faut arriver à faire diffuser par l'école, par des formations et par de la vulgarisation. Alors après, des fois, ça peut être des stratégies, par exemple, de ces espèces, on appelle ça les espèces parapluies, un peu charismatiques. On dit, il ne faut pas faire disparaître, on veut protéger le tigre, la baleine, mais en fait, c'est un parapluie sur tout un écosystème, c'est-à-dire qu'on va protéger son habitat, et donc toutes les espèces qui y sont. Et donc c'est une stratégie à double tranchant, parce que ça donne effectivement un très mauvais message de dire, si on conserve une espèce, à la rigueur, pourquoi pas dans un zoo ou ailleurs, et ça fonctionne. Et votre discours à vous, il est entendu par la puissance publique? Pas beaucoup, hein. Je crois que c'est un problème très 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 général de la recherche. Non, c'est quand notre président dit qui aurait pu s'imaginer que... Et les réponses, malheureusement, effectivement, sont technologiques. C'est, voilà, quelle solution technologique, on a la transition écologique, et on monte des boîtes, et on fait de l'innovation. Alors, on l'a d'un seul coup, il y a des mains qui se lèvent absolument partout. Oui, c'est la question que tu voulais pas que je pose tout à l'heure. Je vais la poser maintenant. Je l'ai posée à l'interruption de séance à Tatiana, qui m'a donné quelques éléments de réponse, mais je trouve que c'est intéressant d'y revenir. La question, c'était la suivante. Elle a dit à la fin de son exposé que certaines formes de lutte contre le changement climatique n'étaient pas bonnes du point de vue de la biodiversité, et je lui demandais de donner quelques exemples et de développer un peu ce point-là, quoi. Et donc il y a une question de concentration d'énergie, d'occupation de terrain, etc. Enfin bon, mais allez-y. Je ne suis pas spécialement spécialiste, mais il y a plusieurs sortes. Par exemple, les biocarburants. On peut imaginer que d'une certaine façon, ça peut réduire des émissions de CO2 ou protéger certains aspects du climat.
pour la biodiversité, c'est une catastrophe parce que c'est plus de transformation des terres, c'est plus de pesticides, etc. Il y a des débats, par exemple, sur les éoliennes. Alors, c'est peut-être plus mignon, mais à quel point elles affectent la vie sauvage, les oiseaux, si c'est sur les terres, ou les espèces marines, par les bruits, par les vibrations, si c'est en mer. Il y a un débat dessus et des études qui sont en cours. On ne sait pas à quel point ça affecte les espèces, ou si on met des panneaux solaires sur des milliers d'hectares, on peut imaginer que ça peut aider à avoir moins de CO2, mais ça change l'usage des sols et toute la biodiversité qu'il y a. J'ajouterai un point, ce qui me concerne, c'est les matériaux minéraux. Donc il y a une publication dont je peux retrouver la référence, si ça t'intéresse, que je montre, des chercheurs qui ont fait une cartographie de l'emplacement des mines par rapport aux zones d'intérêt de grande biodiversité. Et évidemment, il y a une corrélation, c'est-à-dire les mines se trouvent toujours, enfin pas toujours, souvent au mauvais endroit. Or, justement, la transition énergétique vers des renouvelables de type photovoltaïque, éolien et autres fait un appel à plus de matériaux, de métaux, on va dire, pour faire simple, de minéraux, et donc accentue la demande minière, et donc et même risque de l'accélérer encore plus fort. Donc là, il y a effectivement une menace, par exemple, de l'industrie minière d'un accroissement de l'industrie minière sur des zones de biodiversité intéressantes. Ce qui est un effet, évidemment, qui n'est pas du tout pris en compte pour le moment par l'industrie minière, qui nous promet la mine propre pour demain. Michel. Une question pour Kyle, à nouveau, c'est sur la causalité climatique, qui est très tendance. Il y a beaucoup d'études sur qu'est-ce que le climat, qu'est-ce qu'il explique dans l'histoire. Je voudrais revenir sur ce facteur, sur ce thème de la soirée, hein, qui sont les points de bascule. On a 2 points de bascule historiques que vous avez bien mentionnés, qui sont les 2 pestes, qui sont énormes, qui ont vraiment façonné une grosse partie de l'histoire de l'Occident, voire au-delà. Et vous connaissez bien McCormick, je crois. Voilà, donc la théorie de McCormick, c'est plutôt, quand il fait ses travaux, c'est que le rat se répand partout avant la peste justinienne, et que de nouveau, il s'est répandu partout à cause de la croissance économique médiévale. Et donc on a, sans le savoir, il n'y a aucune volonté, mais on a développé un système, un écosystème au début de la Méditerranée, puis de nouveau, plus que la Méditerranée d'ailleurs, mais de nouveau au XIVe siècle. Et donc on s'approche du point de bascule, et le climat n'est juste qu'un déclencheur, et il ne serait pas déclenché là, il serait peut-être déclenché 100 ans plus tard, mais il y avait tout ce qu'il fallait pour avoir cette bascule terrifiante en tuant la moitié de la population en 15 ans. Voilà, donc est-ce que c'est une façon de voir les choses un peu différente que de dire c'est le climat, mais le climat, c'est pas la cause. Enfin, la question de la cause en histoire, c'est toujours très compliqué, mais c'est un facteur déclenchant, alors que la cause, c'est qu'on a développé un système où il y a des rats partout, parce qu'il y a du blé partout, voilà, et qu'on nourrit 70 millions d'Européens, et comme on a du blé partout, comme le dit McCormick, bah forcément, quand il y a l'étincelle qui arrive, ben, ça se propage à toute vitesse, et ça tue tout le monde. Two important ideas, I think, to address in your question. One is that, in fact, the biggest catastrophes in human history have a very similar tendency in that they all tend to be phenomena that spread through networks. So, like, you don't get crises in human history where, like, all of a sudden a bunch of little villages fail totally independently. It's always that something happens that causes failure to propagate. And so contagious disease tends to sometimes have this huge effect because it's spreading through networks. And, I've made similar arguments for the Roman Empire that in some sense it's the growth of cities and trade networks in the Roman world that creates the conditions, the platform, the network that allows contagions to spread at this pandemic scale. So, I mean, I think that's a necessary cause, but it doesn't make it completely a sufficient cause. And so, climate, to call it a trigger is a metaphor of a certain kind of causality, and the really important analytical question is to think counterfactually. If you did not have the climate shock, would you have the same phenomena? So in other words, does the climate just sort of affect when it happens, but not what happens? That's a very hard question. I genuinely think that
if you had a counterfactual world where the climate was completely stable, you would still have pandemic disease, you would still have war, but I think you would genuinely have less of it. I think the climate is such a fundamental source of volatility in the human environment system that it is a necessary causal factor in a significant portion of human catastrophes. And the networks sort of allow catastrophes on that scale to happen. But the climate plays a really significant causal role. But I think it's never, I don't think it's the case that the climate is the only sufficient cause. Like there are, as I said, over the last 2 centuries, humans keep having wars, unfortunately. But the climate trigger seems not to be as relevant. And that's very disputed. The literature on this is very, very divided. But the biggest conflicts seem to have relatively little association with climate. Little conflicts still seem to have strong association with climate. But in any case, so I don't think that the plague of Justinian was definitely going to happen. I think it took the alignment of different causal factors, of which the climate was a determinant one, for that event to happen. I think if you didn't have climate variability and climate change, you would have less volatility in things like conflict and mortality. Pascal, qui est... Oui, c'est une question que je me pose, mais je me pose parce que je ne suis vraiment pas spécialiste de la biodiversité. Très souvent dans le discours, il s'agit de retrouver un état d'équilibre, soit l'état d'équilibre présent, soit d'il y a un demi-siècle, un siècle et demi. Et par ailleurs, vous avez signalé à juste titre que la biodiversité, c'est un système complexe, dynamique. Or, dans ces systèmes-là, en fait, rien ne prouve qu'il y a qu'un état d'équilibre. Et donc, l'idée ne pourrait-elle pas être, pour que le discours soit peut-être plus constructif, non pas qu'il ne soit pas, mais faire peur, je ne sais pas si c'est... enfin, manifestement, ça ne marche pas trop. Ça, on peut le constater. Mais est-ce que l'idée ne serait pas de tenter de retrouver un état d'équilibre dans ce système dynamique? Alors, évidemment, on ne sait pas lequel c'est, bien évidemment. Mais au même titre, dans les systèmes dynamiques, au moins comme celui-là, je doute qu'on puisse revenir en arrière. Donc, en fait, il y aurait... on ne peut pas rester sur place, manifestement. Vous l'avez montré, c'est une catastrophe. Et donc, aller de l'avant pour retrouver un système dynamique, ce qui, pour retrouver un état d'équilibre dans ce système dynamique, ce qui supposerait bien évidemment une transformation majeure de la politique au sens noble du terme. Je ne parle pas du ripollinage de quelques institutions. Je parle vraiment une réelle transformation et recréer un imaginaire collectif, pas forcément autour de l'écologie, mais autour d'un sujet politique. Il n'y a pas qu'un état d'équilibre, et d'ailleurs, on voit, il peut être perturbé, en retrouver un. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr, c'est vraiment l'image des rivets de l'avion, on n'est pas sûr jusqu'à quel point il va tenir, et on n'a absolument aucune idée de savoir comment recréer un état d'équilibre. Enfin, c'est tellement complexe, et ça a mis des millions d'années pour s'établir. C'est des interactions entre espèces, des évolutions, des coévolutions. Il y a des coévolutions qui ont pris des centaines d'années entre des plantes et des pollinisateurs, des composeurs. C'est tellement fin. Enfin, on ne peut pas dire je vais amener le système de là à là. Vous avez montré qu'il y a eu des exterminations et l'état d'équilibre a été retrouvé après. Avec des centaines et des milliers d'années, et des millions d'années. Oui, certainement. Oui, 65 millions d'années, etc. Mais il peut y avoir, en fait, je veux dire, dans un système dynamique, il y a des états d'équilibre qui sont... Bien sûr. Mais là, enfin, je vois pas comment on peut dire, c'est pas grave, on peut continuer à détruire, à mettre des insecticides. Voilà, c'est ça. Donc il vaut mieux, on sait que pour l'instant ça fonctionne encore, il y a des effondrements, mais pour l'instant on n'est pas au collapse, il faut essayer de faire en sorte qu'on n'y arrive pas.
je vois pas comment on peut dire on va aller là, il y aura globalement moins de biodiversité, mais ça va retrouver un équilibre stable. On n'a aucun moyen de faire ça. Ok. Monsieur. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, pour me présenter, je suis d'Afrique centrale, donc du Congo bassin. Je suis à l'université Maranguadi à Brazzaville au Congo. Donc je suis vraiment au cœur de la zone tropicale. Alors en suivant votre présentation, donc je m'adresse à Tatiana là. Est-ce qu'il y a aussi dans la même période des études en lien avec la biodiversité qui abordent la question de l'apparition de nouvelles espèces pour prendre en compte la dimension, on va dire, de ce changement graduel dans l'environnement depuis environ, on va dire, 2 siècles pour ce qui est des activités, on va dire, pour ce qui est des activités anthropiques. Est-ce que dans la même période, il y a des études en lien avec la biodiversité qui abordent la question de l'adaptation de ces écosystèmes et assurément de l'apparition de nouvelles espèces? Et ma dernière question, c'est que j'ai eu comme le ressenti en vous écoutant. Vous dites à chaque fois, on n'a pas encore atteint le collapse, mais il faut faire quelque chose. Concrètement, de votre point de vue, c'est déjà trop tard? Ou bien s'il faut faire quelque chose, qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement? Pour la première question, évidemment, il y a beaucoup de chercheurs qui étudient l'adaptation des espèces au dérèglement climatique, par exemple, et au changement d'habitat, etc. On voit que les espèces s'adaptent. Il y a des oiseaux qui évoluent des becs plus gros, qui changent, qui migrent moins. Il y a plein d'adaptations. Mais là, ce que les gens qui étudient ces espèces-là disent, c'est que ça ne va pas suffire. Clairement, on n'est pas prêt. Et elles n'arriveront pas à s'adapter aussi vite. Et il faut que toutes les espèces en interaction aussi s'adaptent. Des nouvelles espèces, il y en a tout le temps qui apparaissent. Et, en particulier avec les nouvelles conditions humaines, par exemple, il y a un nouveau espèce de moustique qui est apparu dans le métro londonien parce qu'il s'est adapté aux conditions où il faisait toujours chaud en sous-sol et il n'arrive plus à se reproduire avec le moustique de surface. Et ça a créé une nouvelle espèce en quelques années. Donc oui, il y a tout le temps des nouvelles espèces. On génère, nous, des nouvelles espèces avec la domestication. Le maïs est extrêmement différent de la théocinthe. On a généré des nouvelles espèces de champignons pour faire du camembert et du roquefort. Il y a de la génération de biodiversité, mais ça n'a rien à voir en échelle avec ce qui est en train de disparaître. Et les solutions, malheureusement, donc c'est toujours un peu frustrant. C'est vrai qu'on aimerait bien proposer des solutions technologiques qui résolvent tout d'un coup sans qu'on ait à changer nos habitudes. Et en fait, c'est juste pas possible. Il faut changer les habitudes, quoi. Il faut arrêter il faut regarder les causes d'effondrement et les stopper et les ralentir. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution, à mon avis, de réduire le dérèglement climatique, arrêter de changer, de déforester, de changer l'usage des sols, de surexploiter la mer, de répandre des insecticides. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus simples, quoi. Donc ça, c'est d'arrêter. Et en plus, c'est pas durable, ça sert à rien, ça augmente pas les rendements. C'est s'enfermer dans un cycle vicieux où plus on met des insecticides, plus on appauvrit les sols, plus il y a des épidémies, moins les sols sont fertiles, plus on est obligé de mettre des intrants, alors que ça marchait très bien et qu'on sait faire autrement. Mais c'est des pouvoirs financiers qui vont dans l'autre sens. Alors c'est une des choses les plus faciles à faire. Après, au niveau individuel, il faut regarder où est-ce que des actions individuelles ont le plus d'impact. Et il y a des choses qui ont beaucoup d'impact. Réduire la consommation de viande, par exemple, ça a des impacts énormes à la fois sur le climat, sur la biodiversité, sur l'usage des sols, sur les insecticides. Donc il y a plein de leviers mais qui ne sont pas technologiques et miraculeux, à mon avis. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. Donc, alors, Catherine et François, oui. Oui. Vas-y. Oui, pour parler des solutions, est-ce qu'on a une idée de, si on arrête de mettre des pesticides dans un champ, combien de temps la biodiversité est restaurée? Est-ce que ce sont des études qui ont été faites? Il y a des études dessus, clairement. Alors,
Après, tout dépend de ce qu'il y a autour, parce que ça se régénère par migration, et donc ça dépend à quel point c'est aussi dégradé autour. Mais là, en l'état actuel, ça peut se régénérer relativement. En quelques années, ça se régénère assez vite. Pas immédiatement, mais en quelques années. Mais c'est de pire en pire, parce que là, vous avez vu les études récentes, toutes les nappes phréatiques sont contaminées. Donc ça s'accumule, et ça va devenir de plus en plus difficile à restaurer, évidemment. Oui, il y a un mot qui a été prononcé juste avant, qui est le mot adaptation, que je trouve important. Puis du coup, l'adaptation, c'est un petit côté positif par rapport à tout ce qui se dit, où on va sortir déprimé. Et en termes d'adaptation, j'avais deux questions par rapport à la présentation. Ces ces oiseaux insectivores qui disparaissent, est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité de s'adapter, de manger des graines plutôt que des insectes? Et puis ma deuxième question, donc c'est des questions très ponctuelles, parce que tout le reste, je sais, je suis tout à fait en phase. La deuxième question, c'est les médicaments. Donc là c'est l'adaptation au niveau humain. Il y a des médicaments, le Taxol, ça vient de l'IF. Effectivement, on screen des tas de plantes et on trouve des molécules qui vont servir de médicaments, d'anticancéreux ou autres. Mais en même temps, il y a un travail énorme qui se fait au niveau synthétique, c'est-à-dire on compare, on fait de la biologie informatique, finalement, qui va peut-être, qui compenserait la perte de diversité, la perte de substrat naturel pour des nouvelles molécules. Ou pas, je ne sais pas. Apparemment, l'intelligence artificielle arrive à générer des nouveaux médicaments, c'est nouveau traitements, mais c'est un des petits problèmes de la biodiversité, mais c'est quand même effectivement un motif d'espoir. Et la première question, c'était... Oui, mais donc il y a pas mal de gens qui étudient l'adaptation des oiseaux, et là, un changement de régime alimentaire, c'est quand même une sacrée adaptation. Ça demande de changer beaucoup de choses au niveau de la physiologie, du comportement, etc. Et ça, par exemple, j'ai pas connaissance que ça a été documenté pour l'instant. Je pense qu'il faudrait des temps beaucoup plus longs pour que ça arrive. Parce que j'imagine que d'un point de vue cognitif, c'est pas la même chose de chercher un insecte. Il faut changer plein de choses à la fois, quoi. Il faut changer le bec, il faut changer le comportement, l'estomac. C'est complexe. Ouais. Si j'ai bien compris, une des thèses de Kyle Harper, c'est qu'une société interconnectée antique s'expose tôt ou tard à rencontrer le fléau qui l'abattra, parce qu'elle n'a pas les ressources intellectuelles pour y faire face. Dans l'Antiquité, on a le Muséion, une centaine de scientifiques, et puis quand la peste noire arrive, on a quelques milliers d'étudiants qui glosent beaucoup, mais qui trouvent sans doute peu de choses. Est-ce que nos sociétés ne sont pas beaucoup plus résilientes aujourd'hui grâce à la capacité de sortir en quelques mois l'antidote, le vaccin qui nous sauvera quoi qu'il arrive? En même temps, donc, je ne sais pas si c'est la question, mais effectivement, le fait d'être interconnecté fait qu'on va beaucoup plus vite en connaissance, en incorporant des nouvelles idées, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'on a des pandémies, parce qu'on est interconnecté et que les virus vont très vite. I mean, I think it's a perfect example of the fact that societies have to have solutions that combine technology with social institutions. And my experience and perspective of this is very much formed from the fact that I lived through COVID in the US, which is different. But as a historian who's written about infectious disease and pandemics a lot, I think in 20 years, when we have a little perspective, we will say that the scientific response to COVID-19 was unbelievable. A+. 2, 3 vaccines on two of them on a new platform that are extremely effective. It's unbelievable. It saved us from an even worse, miserable catastrophe. Could not have been better. The social response in the US was like a D-. It was very controversial. There was poor leadership, very poor communication about risk and
models and predicting and what public health does. Extremely poor preparation. We know how to make personal protective equipment. We just didn't know how to like organize ourselves to get it made. It's not that we lacked the science, it's that we lacked the political and social capacity to do things. The Americans still don't know whether the confinement était trop fort or too weak. We are less, America, I can say, is less prepared for a pandemic today than it was 5 years ago, because the COVID-19 response was socially so problematic. And so when the presidential administration is planning future pandemic preparedness, 99% of the funding goes into biomedical research, and almost none of it goes into public health on the social side, understanding behavior, social structures, communications, and to me that's insane. Because there will be another pandemic, maybe sooner than we'd hoped, with bird flu. And I think the scientific response will be amazing again. Vaccines, and we should be very, very thankful, because without vaccines, our stupid social response would have much, much higher consequences. But it seems so obvious that you would want to work on building societies that understand these kind of risks, that are capable of dealing with some very difficult problems. Lockdowns, confinement, it affects people differently, it benefits people differently, it costs people differently. It's a very complicated question socially, legitimately. And I can tell you in the United States, we've invested zero, effectively, in really realistically getting better to do that next time. In fact, we're worse off, because I can tell you next time there will be very, very strong pressure against any kind of social distancing or lockdowns in the US. Almost none. No possibility, unless things are really, really, really bad. So the pandemic is a great example of how you need both to confront these kind of problems, to be resilient. Oui, j'ai remarqué dans votre présentation, vous avez toujours dit effondrement de la biodiversité. Et moi, j'ai admiré le choix du mot effondrement, parce que dans la plupart des textes de biologistes, on voit l'expression érosion de la biodiversité. Je me demande quel est le premier en français qui a lancé le mot érosion, mais je trouve ça absolument détestable, parce que érosion, ça fait penser à une lente abrasion. Alors, ça décrit absolument pas les faits. Et ce qui est bizarre, c'est qu'un monsieur comme Denis Couvé, président de la Fondation Recherche sur la biodiversité, il tient absolument au mot érosion. Et un autre biologiste, Pierre-Henri Gouillon, j'ai assisté à une altercation très vive entre Pierre-Henri Gouillon et Denis Couvé. Pierre-Henri Gouillon déteste absolument le mot érosion, et donc vous avez raison d'utiliser le mot effondrement. Les mots sont pas plus graves, oui. Quand on utilise déclin ou érosion, on se dit, bon, c'est pas très grave, alors que c'est pas ce qui se passe, oui. C'est essentiel d'utiliser des mots. Enfin, je sais pas pourquoi Denis Couvé y tient, il s'est justifié. Il a donné des raisons. Non, mais je l'ai réinterrogé récemment là-dedans. Il persiste des signes érosion. Même l'IPBES utilise ce mot là encore récemment là dans ses tweets et ses posts là, ils utilisent déclin, érosion. Je ne comprends pas pourquoi. Et tous les journalistes recopient et ils disent toujours érosion. Non, alors que les mots, c'est comme changement climatique ou réchauffement, c'est pas la même chose que dérèglement. Les mots sont importants. Et qui a changé entre warming climate et climate change? Parce que au départ, tout le monde disait warming, et il s'agit effectivement d'un réchauffement. Et je crois que c'est une euphémisation d'avoir abandonné réchauffement et d'être passé à la fois à dérèglement et à changement. Il y a d'autres problèmes sur les termes. Par exemple, dans le rapport de l'IPBES, on ne parle jamais de pesticides. Enfin, il doit y avoir 2-3 fois dans des centaines de pages, il parle de pollution.
quand on dit pollution, on ne pense pas à pesticides, on pense à marée noire, on pense à gaz, des particules fines, on ne parle pas à pesticides, alors que c'est un des facteurs majeurs de l'effondrement actuel, en tout cas dans nos régions. Et alors il y a même des gens qui disent que c'est peut-être pas les quelques personnes de Bayer qui sont à l'IPES à rédiger les textes sur les pollinisateurs sont peut-être pas étrangers à cette utilisation des termes. Catherine. C'était une question qui m'était venue après vos interventions et le débat. Les romans ont été très stables, très peu inventifs en termes technologiques, mais très forts en termes sociaux et politiques. Nous, on est en pleine divergence, en étant très très forts en termes technologiques, mais très peu inventifs en termes sociaux et politiques. Et peut-être que le défi qui nous attend maintenant, c'est de combiner les deux. With maybe less violence than the Romans. Without slaves. No slaves. No slaves. Bah. Jacques. Oui, je voulais revenir sur une expression que vous avez utilisée juste tout à l'heure en disant alors qu'on peut faire, enfin, on sait faire autrement. Bon, parlant de l'agriculture et des intrants, etc. Alors, moi, j'y connais rien, mais seulement j'ai vu à travers les mouvements des agriculteurs récemment, ce qui était frappant, c'est l'hétérogénéité. Quand il dit les agriculteurs, ça ne veut rien dire. Donc, quand vous dites on sait faire autrement, vous pensez à quoi? Alors, exactement. Tout dépend le but qu'on a, qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut gagner un maximum d'argent? Est-ce qu'on veut travailler le moins possible? Est-ce qu'on veut les plus grosses fermes possibles? Ou est-ce qu'on veut maintenir un écosystème viable et tout en nourrissant la planète? Voilà. On sait très bien maintenir un écosystème viable en nourrissant la planète. Il n'y a pas de problème de production. On produit plus de calories par personne que nécessaire. Il n'y a pas de problème de production. On sait gérer les maladies autrement que par les pesticides et on peut imaginer que de temps en temps, on peut en mettre quand il y a besoin. Mais l'idée, c'est on sait faire autrement que d'en mettre tout le temps, partout, en prévention. Donc, l'agriculture biologique fonctionne et elle est beaucoup moins subventionnée. Elle est beaucoup moins subventionnée que l'agriculture conventionnelle. Donc, elle est un peu plus chère. Mais pas un peu plus cher. Voilà, mais pourquoi? Parce qu'elle est moins subventionnée. Entre moins 30 et moins 50% de rendement. Aussitôt qu'on enlève les insecticides. L'agriculture, clairement, les études qu'il y a plus de rendement en agriculture biologique sur le blé. Sur le blé, c'est pas le cas. Sur toutes les légumineuses, je regarde, mais il y a clairement des cultures où ça fonctionne mieux. Et même si... Les légumineuses, on fait plus de traitement. Éventuellement, ça je discutais douteusement avec des viticulteurs du nord de l'Italie, les bio résistent beaucoup mieux aux crises. Donc c'est pas une question de rendement, c'est que l'adaptation à la sécheresse se fait mieux dans les... et donc tu peux, si tu peux utiliser, je veux dire, parmi les définitions du rendement ou de la productivité que tu peux utiliser, il y en a une qui est qu'est-ce qui se protège le mieux et pas qu'est-ce qui maximise. Mais c'est une discussion qu'on a déjà eue. Non, mais je vais connaître le problème. C'est-à-dire qu'on parle de cas précis, on voit que des agriculteurs biologiques arrivent à être presque aussi bons, arrivent à avoir des rapports de rendement par rapport aux autres qui sont excellents, qui sont acceptables, mais ce ne sont pas les agriculteurs biologiques et face aux agriculteurs non biologiques. En gros, si vous êtes un excellent agriculteur de très haut niveau, en fait, vous pouvez vous en sortir sans beaucoup de pesticides. Ça, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'agriculteurs de très très haut niveau et pourtant, nos agriculteurs ont un bien plus haut niveau maintenant qu'il y a 30 ou 40 ans. On a quand même des rendements 4 fois supérieurs à ce que c'était à l'époque. Il y a seulement 80 ans, quand même.
Donc on a quand même fait des progrès. Est-ce que le but, c'est d'avoir le max de rendement à l'état absolument, ou de garder un écosystème viable, tout en nourrissant la planète? Ça dépend ce qu'on Voilà. Donc la question, c'est Il vraiment... faut déduire les cancers. C'est de dire que... Ça ne signifie rien, cette histoire de rendement, si on ne déduit pas les cancers. C'est pas pour des maladies. Donc, et voilà, de toute façon, c'est pas viable. On finira par plus rien manger et pas plus avoir de planète viable, et les sols seront plus fertiles. Donc, la question c'est, est-ce qu'on accepte une baisse de rendement en subventionnant pour arriver à garder des écosystèmes viables? Non, je suis d'accord. C'est en subventionnant, en demandant de manger moins de viande, en acceptant que la nourriture soit plus chère, en proportion qu'actuellement, etc. C'est pas un petit changement, c'est ça que je veux dire. Exactement. Et peut-être Changer en le disant système. qu'il faut trouver une solution pour avoir 500 000 agriculteurs de plus. Et Michel, Exactement ce qui serait pas Et de haut niveau. Et Michel, je peux te dire que pour avoir essayé avec 3 présidents d'universités successives de dire si on pouvait fabriquer des diplômes universitaires, formation au métier de l'agriculture et de l'alimentation, on m'a répondu, il n'en est pas un seul instant question. C'est, là aussi, il y a un problème, c'est que l'agriculture est considérée à la fois comme fondamentale et comme l'affaire d'autres. Le jour où on aura des facultés d'agronomie ou des instituts d'agronomie à l'intérieur des universités, Paris aura... voilà. Tu es bien, très bien placé pour le savoir. Mais on est d'accord. On est d'accord, il faut changer le système de production. Pour que ça fonctionne. Parce qu'il ne suffit pas d'arrêter les pesticides sur un sol qui n'est pas fertile et avec une seule variété de production. Exactement. Il faut remettre de la diversité partout. On est bien d'accord. Le nombre d'agriculteurs, c'est un changement de civilisation presque. Voilà. On m'a répondu qu'il n'en était pas question, parce que l'agro fait ça très bien, ce qui est faux, parce que l'INRA fait ça très bien, ce qui est faux, parce que, je veux dire, moi, ça, c'est réellement des choses qui m'ont mis en colère, parce j'avais toute une série de choses, on pouvait fabriquer l'ensemble des enseignements nécessaires, on va... Alors ici c'est un peu compliqué, mais si on va à Villetaneuse et qu'on se souvient que le 93 est un département dont les 2/3 de la surface sont en zone agriculture, on est au bord des champs. Il y a une demande de travail de la part de l'agriculture, il y a une demande de formation de la part de la jeunesse, et la réponse a été, il n'est pas question de mettre le pied dans ce domaine-là. Et, je veux dire, 2 évaluations ARS nous ont dit, HCRS, je remonte un petit peu, nous ont dit, ne confondez pas le problème de l'énergie avec le problème de l'alimentation. On leur a dit, le problème de l'énergie, c'est l'alimentation d'abord. Et pour quelle raison est-ce qu'il était nécessaire de nous tenir ce discours-là? Nous savons que c'est faux. Et pourquoi est-ce que l'institution tient à dire l'agriculture, ça doit être ailleurs, ça doit être... on sait que les enfants de paysans ne veulent plus reprendre les exploitations. Je veux dire, il y a toutes les raisons de faire ça. Et dire on fait une licence professionnalisante, 30 étudiants, on sait qu'on pourrait trouver des stages extrêmement facilement parce qu'il y a des demandes pour ça, etc. Mais la réponse est non, vous n'essayerez même pas. C'est incompréhensible. C'est probablement un péché très ancien de la recherche et de l'université en France. Moi, ça m'a réellement désespéré, parce que je pense que aussi longtemps qu'on fait, ça implique qu'il y a des blocages qui sont internes. Mais qui ne sont pas que à l'université. Parce que j'ai fait faire un sondage chez les enfants de citadins, combien ont envie de travailler dans l'agriculture s'ils en ont la possibilité? Ceux qui ont testé, en écrasante majorité, ils disent non. Pourquoi? Parce que c'est un métier trop difficile.
Et le problème, c'est que pourquoi on utilise des pesticides, je parle là spécifiquement, on parle d'insecticides et peut-être de fongicides aussi, mais pourquoi on les utilise? Gain de temps de travail. On a moins de travail à faire, c'est moins difficile. Alors, et les herbicides, c'est le truc idiot, parce que l'herbicide, pourquoi on utilise un herbicide? Parce que sarcler les champs, c'est l'horreur. Donc soit on trouve un système mécanique, donc ça c'est du fuel et de la mécanique, soit on trouve de la chimie. Alors vous choisissez, mais sachez que la solution de dire on va remettre 1 million de personnes à sarcler les champs, ça personne ne voudra. Même payer 20 ou 30% de plus que le balayeur de la rue, hein, parce que les techniciens agricoles de base, hein, le niveau le SMIC agricole est 20% supérieur au SMIC industriel. Hein. Ça, c'est le truc comme ça. Ben, ça suffit pas. Comment? Tu vas pas me dire qu'on n'en trouve pas 500 par année? C'est bien l'agriculture en France. De gens de gamins qui, pour des raisons probablement absurdes, ont envie d'aller travailler à la campagne. 500 par an, oui. Ça sert à rien, 500 par an. Mais si, 500 par an sur des années, ça est... Mais non, on en perd 20 000 par an. 10 000, 12 000. En France, actuellement, 12 000, il y a 12 000 exploitants agricoles qui disparaissent par an, actuellement. Plus les morts. Non. 12 000 au total. La population agricole baisse actuellement depuis. Mais c'est une pente très très régulière depuis déjà longtemps. Dans 10 ans, il y en aura plus. Non, à ce rythme-là, comme c'est une courbe logarithmique, non. Pour la petite histoire, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, donc en France, on avait 6 millions d'agriculteurs dans les années 30, on en a aujourd'hui un peu moins de 400 000. En Angleterre, ils sont 6 000. D'accord? Enfin, exploitants agricoles, ça veut dire qu'ils ont bien sûr des gens pour travailler avec eux et tout, mais à ce moment-là, ils sont très peu nombreux, ils gagnent très très bien leur vie, bien sûr, et ils ont des salariés, ils se débrouillent. Voilà. C'est un autre monde, mais je ne sais pas si c'est le monde qu'on veut chez nous. Le problème, c'est que la nature en Angleterre, elle est plutôt mieux conservée qu'en France, avec une densité de population supérieure. Ça pose des questions. Bien. Alors, il y a une question dans le fond. J'ai pu anticipé pour une vision, et je m'en excuse, mais vous allez peut-être aborder le problème. Je voulais savoir, avoir votre point de vue sur l'engagement des chercheurs, puisqu'on est face à une problématique importante. Et de ce point de vue-là, m'intéresse de vous entendre, parce que j'étais la semaine dernière justement sur une journée rencontre et débat du groupe COMETS, groupe commun du CNRS, l'engagement des scientifiques au débat. Et ça me semble intéressant parce que je pense que nous aussi on a un rôle à jouer. Il n'y a pas simplement que le politique qui peut jouer ce rôle-là, parce que le politique est complètement à l'ouest. Il est complètement gouverné par des forces antagonistes qui lui échappent totalement. Il est complètement sous la domination des lobbies, etc. Et la solution n'étant pas technique, ne sera pas technologique, parce que de toute façon, l'effet Jensen, on le connaît bien, quand on améliore quelque chose, ça empire la situation, et que la technique, c'est une superposition en millefeuille d'emmerdements qui vont se coller les uns sur les autres. Il faut, je pense, que la communauté scientifique prenne à bras le corps le problème, si on veut s'en sortir. C'est une grande. Je voulais confirmer pour le problème de l'agro et de l'enseignement. Quand il y avait les troubles, les manifestations agricoles il y a quelques mois, deux enseignants que je connais bien, c'est Céline Bessy et Bruno Villalba, qui enseignent à l'agro, se sont vus interdire leur enseignement sur ordre du directeur de l'agro, lequel a dit qu'il avait eu ordre de la FNSEA. Et donc, il y a des liens très étroits entre FNSEA et agro, et il y a des enseignements qui ne peuvent pas avoir lieu à l'agro. Et donc, ça serait bien qu'il y ait la diversification que vous proposez. Oui, ça c'est sûr. Alors, sur l'engagement, non, c'est une question, effectivement, et dans le monde, on se demande comment on pourrait ne pas le faire. Parce qu'on a l'impression que informer n'est pas suffisant.
qu'on n'est pas écouté de toute façon, que ce soit par des politiques ou le grand public, que ça ne bouge pas assez. Et effectivement, on se demande jusqu'où il faut aller pour être écouté. Moi, je faisais un exposé sur la biodiversité à des lycéens il y a quelques années en donnant des fêtes. Et j'ai eu une question d'un enseignant qui m'a choqué sur le coup, qui était en gros, quelle est la différence entre un scientifique et un militant ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il disait que de dire les faits était déjà militant. Et qui est pour moi différent. Et là, la question c'est, est-ce qu'on est déjà militant en le disant? Est-ce qu'on est militant en le disant en dehors de nos labos? Et est-ce qu'il faut aller se coller sur les routes, si c'est là la question? Et est-ce que ça sert à quelque chose? Non, mais on a quand même des institutions comme la Académie des sciences pour justement... Comme quoi, pardon? L'Académie des sciences. Ah oui. La collection de fossiles. Alors, j'ai fait partie de la collection de fossiles. Alors, le problème, c'est que apparemment, je ne suis pas depuis très longtemps, mais il y a eu une période où l'Académie des sciences était écoutée par les politiques, elle était sollicitée pour des avis, etc. Et donc là, non seulement elle est plus sollicitée, mais elle est évidemment de moins en moins écoutée. Mais moi je ne comprends pas la question, le sens de votre question. Est-ce que vous souhaitez un engagement? Mais quel type d'engagement? Vous parlez d'un engagement politique, vous pouvez expliciter la question que vous posez? Science en rébellion. À mon avis, il y a une manière de décliner cet engagement, effectivement un engagement politique pour ceux qui sont politiques et connaître aussi les arcanes de fonctionnement du politique dans lesquels les temporalités ne sont pas données, etc. Il y a d'autres engagements auprès, par exemple, des médias et du journalisme, parce que les journalistes ont aussi des temporalités qui sont les leurs, qui sont passionnés scientifiques. Les journalistes ne savent pas comment fonctionnent les labos, et les labos connaissent rien, et les chercheurs ne connaissent rien, pas grand-chose du métier journalistique. Donc c'est quelque chose qui est, je dirais, fractal. À tous les niveaux, l'engagement peut exister. Maintenant, effectivement, la question pour laquelle je n'ai pas la réponse non plus, c'est comment mettre au moins en mouvement un semblant de Et qu'est-ce qui est efficace? Mais je propose quand même, les deux invités ont bravement donné de leur énergie. Donc, on prend une question extrêmement rapide avec une réponse par oui ou par non. C'était pas vraiment une question, parce que pour l'Académie des sciences, et j'espère que vous avez participé activement, donc il y a une rêve que j'ai vue récemment, l'Académie des sciences et l'Académie de médecine et l'OPEX, c'est-à-dire l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, se sont rapprochés récemment pour rapprocher science et politique. C'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel on a un petit peu travaillé avec des collègues du LID aussi. Dans le contexte One Health, donc la santé, elle est quand même très proche de votre démarche, et donc je crois qu'il y a quand même une évolution disons de l'approche des scientifiques en général, et certainement vous serez d'accord certainement pour dire que l'Académie des sciences n'est pas a priori sur le front de la contestation en général. Et donc je crois quand même qu'il y a, contrairement à l'avis négatif a priori de José, une démarche d'ensemble d'amélioration sur ce point. Voilà, ce n'était pas une question. Si je vous propose de remercier très chaleureusement nos deux collègues pour leur contribution. Et merci à vous.